Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp au numéro plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonjour ou bonsoir la grande famille DMG, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Alors on n'oublie pas de partager, de liker et de nous abonner. Aussi au niveau des commentaires, on n'oublie pas d'aller tout doucement, merci. Ici Sam, l'homme énigmatique sans voix en provenance de la Côte d'Ivoire. Je viens avec une nouvelle histoire intitulée « La femme diabolique ». Alors, voici l'histoire d'un monsieur qui a perdu sa femme et ses deux enfants dans un accident de la circulation, malheureusement. Et c'était un peu compliqué pour lui de surmonter cela. C'était compliqué vraiment de surmonter ce trauma. Alors, petit à petit, il a commencé à reprendre goût à la vie, mais il ne savait pas que la femme que l'on risque de prendre détermine notre avenir, ou encore elle détermine notre cycle. On dit généralement en Côte d'Ivoire ici que vous choisissez mal votre femme, vous ratez complètement votre vie. De la même manière aussi, si la femme choisit mal son mari, elle rate complètement sa vie. En fait, c'est vice-versa. Alors, ce monsieur-là, on va l'appeler monsieur James, qui était en voie de reconstruction, c'est ça, parce qu'il a perdu sa pauvre famille, voilà. Et sa mère va le faire asseoir, ses parents, sa mère et son père vont tous les deux le faire asseoir et échanger avec lui pour lui dire il est encore très jeune, il est encore très beau. Il peut décider de refaire de nouveau sa vie et qu'il ne faudrait pas qu'il perçoive la perte brutale de ses deux enfants et puis sa femme comme étant une malédiction, tout ça. Non. Alors, après avoir échangé avec lui, il va réfléchir et il va décider comme ça, ok, pourquoi pas ne pas tenter ça, pourquoi pas ne pas passer à autre chose, mais il a besoin de temps. Ok, chose qui est normale. Petit à petit, il fera la rencontre d'une demoiselle, ou je devrais dire une femme, qu'on va appeler Juliana. Alors, Juliana est très très belle. En tout cas, elle est du type prototype de femme tape à l'œil. Quand elles sont là, tu sais que ouais, elle est tellement belle, des lèvres pulpeuses, une belle forme, tout ce qu'un homme souhaiterait avoir chez une femme, elle a ça. Elle était tout comme ce dernier-là, pas veuve non plus, mais célibataire, elle était seule. Donc les deux ont décidé ensemble de cheminer et de prendre un nouveau départ, un nouvel envol. Voilà que petit à petit, au début ça allait très bien. Mais une fois que ce dernier a décidé de la marier, de la mettre dans sa maison, c'est là que automatiquement on a l'impression que les choses sont en train de se mélanger. Pour ce monsieur-là, il priait beaucoup, mais depuis la mort de sa femme, première femme et de ses deux enfants, il avait commencé à sombrer dans l'alcool. Il priait peu, mais il avait toujours un sens de discernement. Parce que vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de limite. Hein. Et même ne pensons pas que c'est nous qui sommes imparfaits, mais Dieu, il a toujours su se manifester au moment qu'il le faut. Donc, cette femme-là avait déjà progressivement, cette nouvelle femme, bien sûr, Juliana, elle avait déjà commencé à essayer à envoûter son chéri, son nouveau mari. Elle voulait faussement que le gars la supplie, il soit à ses pieds. Des fois, mais quand elle le faisait, toutes ces techniques d'envoûtement-là, ça ne marchait pas parce que des fois, il y avait des choses qui se passaient. On va dire que
peut-être le gars savait ou il ne savait pas. Parfois, il lui arrivait comme ça le matin de faire son café pour lui. Chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle fait le café de ce dernier-là. Elle dit, bon chérie, j'ai fait ton café, allez, tiens. Et à peine dès qu'il veut prendre une gorgée, on l'appelle. Allô, venez rapidement au bureau, il est obligé de laisser le café, il part. Voilà. Donc, c'est des petites astuces comme ça qui faisaient qu'à chaque fois, il évitait. Il rentrait pas. Mais où ça commençait à être très grave, c'est quand il travaille après une dure journée de boulot, vous rentrez chez vous et vous constatez qu'il n'y a rien à manger en fait. Vous vous demandez dans ce cas, mais pourquoi est-ce que vous avez une femme? Puisque vous avez... Cette femme-là, elle de surcroît, ne travaille pas. Elle est 24 sur 24 à la maison. Mais pourquoi ne pas faire la cuisine pour que vous puissiez manger normalement? Donc très vite, le monsieur avait commencé à se plaindre. À chaque fois, elle lui faisait des poches. Elle venait lui demander seulement que de l'argent. Mais on ne sait pas exactement ce qu'elle faisait de cet argent. Elle seule le sait. Elle payait du n'importe quoi dehors. Donc très très vite, ce dernier-là a ressurgi ou a recruché dans ses vieux démons en fait. Il s'est retrouché dans ses vieux démons. Il a commencé à boire. Il rentrait presque tout le temps ivre à la maison. Il connaissait presque tous les différents types de boissons frelatées qu'on vendait là et des boissons contrefaites. Il connaissait les bouteilles de liqueur. C'est-à-dire, s'il y avait un endroit susceptible dans lequel on pouvait le retrouver, c'était soit des bistrots. En Côte d'Ivoire, ici, on qualifie ça de belledrum. On vend du couteau-coup fort, voilà, c'est de l'alcool frelaté. Voilà. Il est tout le temps là-bas. Très progressivement, il a arrêté d'aller au boulot. Il avait commencé à déprimer. Et puis, il avait commencé à se laisser pousser la barbe. Et c'est une fois qu'il fera l'effort d'aller s'asseoir à l'église que le prêtre le fera. Et le prêtre va lui dire, il faudrait que nous échangeons, il faudrait que je vous dise. Il faudra que vous décidez de prendre votre vie en main parce que faire ça ne va absolument rien résoudre. Et là, il va expliquer au prêtre comme ça qu'il ne savait pas que sa femme pouvait avoir un tel comportement vis-à-vis de lui. Elle ne le respectait même pas. Elle allait jusqu'à le tromper dehors. Mais lui, parce qu'il l'aimait, il était toujours avec elle. Il était un peu comme son toutou. Le chien obéissant qui est là, qui n'a pas de... Voilà, c'est comme ça qu'elle le qualifiait. Il a expliqué ça à sa mère. Sa mère a dit, mais si c'est comme ça, autant que tu la laisses. Mais il ne veut pas la laisser, c'est elle qui l'aime. Donc, moi, je pense que des fois, quand le mal règne, mais c'est de manière temporaire. Donc, toutes les personnes qui sont vraiment découragées ici, ce message s'adresse plus précisément aux différents orphelins, aux différents découragés et surtout à la famille DMG. Toutes les personnes qui traversent des difficultés, sachez qu'un jour, cette souffrance-là prendra fin. Il faut juste du courage, il faut juste de l'espoir, il faut continuer à espérer. Parce qu'il n'y a qu'en persévérant dans la prière qu'on peut accomplir de véritables exploits. Mais ce dernier-là, aujourd'hui, très vite, il s'est ressaisi. Il n'est plus avec cette dernière-là, mais il a remarqué, c'est là que, quand il lui a demandé de partir, malgré lui-même, parce qu'il ne voulait pas la perdre, il ne voulait pas qu'elle parte, mais il ne pouvait pas éternellement continuer à souffrir de cette manière. Quand elle est partie, c'est là qu'il s'est rendu compte que sa maison était un repère de gris-gris. Sous le lit, il y avait des amulettes. Dans la cuisine, il y avait des canaris. Et dans les toilettes, il y avait, dans le lavabo du WC, il y avait une somme d'amulettes. Même sous le fauteuil, c'est-à-dire qu'elle avait complètement saturé la maison avec des produits des amulettes. Et avec l'aide de ce prêtre-là, ils ont décidé tous les deux de sanctifier encore la maison. Donc la raison de plus, quand nous décidons de prendre une maison, il faut prier. Très important. Et aujourd'hui, ce dernier-là a eu même une promotion en tant que directeur financier d'une entreprise dont je vais taire le nom. Alors la grande famille DMG, il y a beaucoup de choses à retenir à travers cette histoire. Qui choisit mal sa femme rate sa vie, qui choisit mal son mari rate sa vie. Allez, portons-nous bien et que Dieu nous garde. Bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonsoir DMG. Likez, partagez, abonnez-vous. Je vais raconter une histoire qui s'est passée, ça fait il y a longtemps.
En fait, je faisais dans les massages amaigrissants, massages relaxants. Et j'avais une cliente là. Une cliente très gentille. Elle me gérait bien. Quand elle partait là-bas, je la massais. Pour elle, c'était un massage amaigrissant. Non. Pendant le massage, on sculptait le corps et tout et tout. Son travail a commencé à donner. Elle-même voyait déjà les résultats. C'est comme ça qu'elle donne mon contact à une de ses copines. Elle me dit qu'elle a une de ses copines là qui a aussi besoin de ce genre de massage. Et sa copine là est plus riche qu'elle. Donc là-bas, je peux gagner plus. Donc pendant qu'elle la masse, je peux aussi, comme j'avais deux jours par semaine avec elle, je pouvais aussi donner 2 jours à l'autre dame par semaine. C'est comme ça que j'ai dit ok. Elle me donne le contact de sa copine. J'arrive là-bas. On commence le travail. Je fais 1 mois. On fait le massage. Quand les premières semaines, je remarque d'abord que 2 fois quand je viens, je masse cette dame. Son corps est glacé comme quelqu'un qui sort du frigo. Si son corps n'est pas glacé, quand tu masses, c'est comme si on a mis l'eau dans le sachet. Ou bien, c'est comme je ne sais pas, les gens qui ont touché le serpent là. C'est comme la peau, comme le serpent, non? Quand tu touches le serpent, c'est un jar. Surtout quand il est encore frais là, oui, c'est un jar, parce que moi, je n'ai pas encore touché un serpent vivant. C'est un jar, c'est un jar. Parce que je ne sais pas comment elle peut expliquer. Mais elle me payait bien, elle me gérait tellement bien que, je me suis dit que, L'autre partie aussi, c'était que curieusement, quand je massais la dame, quand je finis le massage, je suis fatiguée. Donc, on dirait que j'ai travaillé même 200 mètres carrés de champ en 2 heures de temps. Parce que je faisais 2 à 3 heures de temps chez la dame. Elle fait les massages, elle fait le hammam le matin, elle fait le sport et tout. Et moi, le soir, je viens donc masser pour que le truc donne. Mais elle continue aussi avec ces activités-là pour continuer le travail. Puis la dame me dit qu'elle veut que je commence à venir tous les jours. Je dis que ok, moi ça ne me dérange pas. Le temps que l'argent est là, le temps qu'elle me paye, moi je n'ai pas de problème. On dit donc 2 heures par semaine, par jour, puisqu'elle veut venir de lundi à dimanche, comme elle avait dit qu'elle voulait que je commence à travailler de lundi à dimanche, mais on se fixe que le dimanche, c'est après mon culte que je vais venir. Je dis oui. Je commence à aller chez la dame, j'aime bien le massage, tout se passe bien. Mais j'ai dit, comme j'ai dit un peu plus haut, que 2 fois, donc quand j'ai fini mon massage, c'est comme si j'ai travaillé 200 mètres carrés de champ en 1 heure de temps. Je suis fatiguée, même pour sortir de chez elle, c'était tout un problème. J'avais toujours envie de dormir quand elle finit. Mais grâce à Dieu, je faisais toujours l'effort de ne pas dormir là-bas. Quand je finis, je tape mes doigts au sol, je pars chez moi. Je force, je prends le taxi ou bien la moto. Je me suis abonné à un motoman qui venait me chercher. Dès que je bip seulement, il vient, il est là devant le portail qui vient me chercher, il me laisse directement chez moi. Je suis là avec la dame, on fait le massage. Je vois les cruxes, reste. Un jour, elle me dit que... Elle me dit, si quelque chose t'arrive un jour, qui va s'occuper de ton enfant? Je lui dis, pourquoi cette question, madame? Elle me dit que non, je veux juste savoir. Si un jour quelque chose t'arrive, on ne sait jamais, on ne souhaite pas, mais si quelque chose t'arrive un jour, qui va s'occuper de ta fille? Je lui dis, rien ne va m'arriver. La personne qui va chercher à me faire quelque chose, ça va se retourner contre lui-même. Dès qu'elle m'a dit ça, ça a fait comme un déclic dans ma tête. Parce que je ne dure jamais dans un mauvais rêve. Bon, c'est vrai que j'avais déjà fait presque 9 mois de massage avec cette dame. Donc, et ce qui était curieux, c'est que sur elle, ça ne donnait pas. Mais juste à sa copine avait déjà une bonne silhouette et tout.
Mais elle, le massage ne donnait pas sur elle, mais elle voulait que je vienne. Elle voulait toujours que je vienne. Je dis, ok, on continue les massages, on continue les massages. C'est comme ça qu'un jour, bon, dans mes marches, je suis allée à une prière. On a béni l'eau, on a béni le sel et l'huile. Maintenant, c'est moi qui garde. J'avais toujours mes huiles de massage sur moi. Donc, j'avais toujours mes huiles de massage parce que je prévoyais toujours les huiles de massage parce qu'on ne sait jamais. Tu peux arriver chez une cliente, l'enfant a versé son huile et tout et tout. Donc, j'avais toujours les huiles de massage sur moi. Quand j'arrive chez elle, ce jour-là, elle n'a pas l'huile de massage. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, le jour d'avant, j'avais laissé lui assez d'huile de massage, mais il n'y avait pas l'huile de massage. Entre-temps, mon huile de massage que j'ai moi, j'avais mis l'huile bénie sur ça. J'avais mis moi l'huile bénie que si quelqu'un veut me faire du mal, que lui, quand je mettais l'huile bénie, que si quelqu'un veut me faire du mal, que l'huile bénie, si tu veux mettre ça sur la personne, ça brûle la personne, le genre que je saurais que ici là, il faut que je me méfie. Donc c'est comme ça que j'avais fait ma prière quand je mettais mon huile d'onction dans mon huile de massage. J'arrive chez la dame. Elle me dit que non, elle n'a pas l'huile de massage. Elle va m'envoyer acheter l'huile de massage. Je dis que non, j'ai mon huile de massage. Je garde toujours quand même une huile de massage sur moi au cas où j'arrive chez le client et qu'il y a un problème comme ça. Comme ça, elle aura le temps demain elle-même d'aller faire son massage. Papa, DMJ. Dès que j'ai mis l'huile de massage sur mes mains, j'ai posé sur le dos de la femme. J'ai bien lissé son corps, je mets. Donc, j'ai fini de bien lisser ça sur la partie où je devais masser. Les ampoules ont commencé à sortir sur la femme. Comme si on a baissé l'eau sur elle. Elle a commencé à crier. Wow. Je lui dis que maman, qu'est-ce qui se passe? Elle est là. Wow. Elle se lève en courant. Elle part au salon. Elle appelle son mari. On joue la porte. On part à l'hôpital. Quand on me demande qu'est-ce qui s'est passé, je dis que j'ai seulement pris l'huile de massage, j'ai mis sur son eau. C'est tout ce que j'ai fait. Elle dit que non, elle n'a pas de problème. Je ne sais pas, peut-être que c'est une allergie. Donc c'est elle qui cherchait déjà à me défendre. Je ne sais pas moi pourquoi. C'est elle qui cherchait déjà à me défendre. Je suis là. Je regarde. Il dit seulement que c'est ça là. Je vais voir ça puisque je savais déjà ce qui se passait. Je dis que je vais voir ça là jusqu'à la fin. Elle part, on lui fait les soins à l'hôpital. Sur la partie, là, on a fait peut-être 2 mois, on ne massait plus. Je prends encore mon huile de massage. Je dis qu'un jour, il faut que j'essaye encore un peu ça sur un peu pour voir si vraiment ce qui est là, c'est ça vraiment. C'est comme ça qu'on est là. Un jour encore, mais elle avait son huile. J'ai posé mon huile sur la table, sur le petit tabouret où je posais les trucs. J'ai pris un peu de mon huile, j'ai pris son huile, j'ai mis sur les jambes, genre, pour grainer la graisse et tout et tout. Dès que j'ai fini de masser la dame, donc j'ai mis l'huile, dès que j'ai fini de masser, les ampoules ont encore commencé à sortir. Je suis rentrée chez moi. Adam a commencé à m'écrire. Oh, tu viens faire des expériences sur moi. Oh, tu ne connais pas à qui tu as fait. Je vais te montrer qu'on ne me tente pas. Je vais te montrer qu'on ne me tente pas. Cette nuit-là même, la dame, je dors, je rêve que, comme je vous ai dit là, que deux fois, c'était comme si j'étais dans les plantations. Donc, quand il fait le massage, je suis fatiguée comme quelqu'un qui a travaillé dans une plantation. Même je ne sais pas quoi, 1 hectare en une journée. J'étais fatiguée. Mais ce jour-là, quand je suis rentrée, je n'étais pas fatiguée puisque je n'avais pas massé longtemps. C'est à peine je mettais l'huile que les ampoules sont sorties. Donc, je suis rentrée chez moi. Je rentre chez moi, il finit de prendre mon bain qui n'est pas me coucher. Mais j'appelle quand même sa copine pour lui dire que voilà ce qui s'est passé quand j'étais chez ta copine. Elle me dit, ah, peut-être que c'est une allergie. Elle banalise, puisque elle,
J'avais déjà mis l'huile là sur elle. Rien n'était arrivé. Donc, elle-même, elle était mon témoin. Parce que quand on essayait même de m'accuser, son mari essayait de dire que oh, j'ai essayé d'empoisonner sa femme avec mon huile. La dame venait me défendre souvent que régulièrement, cette fille me masse avec cette huile-là. Rien ne se passe sur moi. Pourquoi? Pourquoi vous voulez mettre sur son dos que c'est elle qui cause cette allergie à la dame? On est là. Là, je ne vais pas me coucher. Quand je ne vais pas me coucher, je rêve que je suis dans un champ de maïs. Champ de maïs, je suis en train de désherber toute la nuit. Je désherbe le maïs, donc j'enlève les herbes autour du maïs. Toute la nuit, j'ai désherbé le maïs. Le matin, quand je me lève, on dirait qu'on a posé une grosse pierre sur mon dos. Je suis fatiguée. Je dors la première nuit et dis, ah, je néglige. La deuxième nuit, je finis de lire mes psaumes. Je fais ma petite prière. Je me recouche. Même scénario. La troisième nuit, je n'ai même pas trop réfléchi. J'ai dit que le matin de la deuxième nuit, quand je me suis réveillée, j'ai d'abord dit que maman, je commence d'abord mon régime. Que tout ce qui est mauvais, que tout le monde qui essaye de me faire quoi que ce soit, que ça retourne contre lui. J'ai commencé mon régime d'Esther 3 jours, sans se laver, sans boire l'eau, sans manger. J'étais dedans chez moi toute la journée, je prie, je fais la méditation, je prie, je fais la méditation, je prie, je fais la méditation. J'ai fait 2 jours de jeûne, j'étais à la maison. Le deuxième jour, vers 16 h, la dame m'appelle. Elle commence à se confesser seule. Elle commence à me dire comme, oh, j'ai de la chance. Parce que depuis qu'elle essayait, ça ne prenait pas. J'ai de la chance. C'est que j'allais aller travailler pour elle et elle allait manger l'argent là avec ses enfants. Je dis que, hein, maman? Donc c'est comme ça. Le massage que je faisais, ce n'était pas beaucoup pour toi, maman. Elle dit, quel massage même? Le massage qui ne donnait pas sur moi là. Oh, patati patata. Il fallait un peu être faible dans la prière. J'allais te montrer. Que je suis. Je ne vais pas citer de quelle région elle est parce que je ne suis pas dans les histoires de tribalisme et tout et tout. J'allais te montrer que je suis de X région. Oh, patati patata, tu allais aller travailler là-bas pour mes enfants. Et je raccroche le téléphone. Dans nos marches, dans les marches, un genre, elle et moi, on passe au recouvert à Sancragel. Donc, à Sancragel, point. Je ne vais pas donner, je ne vais pas expliquer quoi que ce soit. On se retrouve à Sancragel, je partais faire les courses, on se retrouve là-bas. Quand on se retrouve là-bas, la dame, donc elle est dans la voiture, moi je sors du taxi. Elle est dans la voiture climatisée, moi je sors du taxi, elle transpire plus que moi. Donc quand elle m'a vu, la transpiration qui a commencé à sortir, donc on était dans la salle là-bas pour faire les achats. Donc quand elle sent qu'elle veut se tamponner avec moi, comme ça elle change de route. Quand elle sent qu'elle veut venir vers elle, comme ça elle change de route. Jusqu'à la fin de faire mes achats, je suis partie. J'ai expliqué ça à son ami qui m'avait mis en contact avec elle. Son ami m'a dit que, quand je t'avais envoyé là-bas, je t'ai dit qu'elle a l'argent et je t'ai dit de prier. Que tout ce que tu fais, tu mets la prière devant. Si c'est que ce que tu expliques, c'est passé, ça veut dire que beaucoup de choses spirituelles se passaient quand tu la massais. Qu'il faut faire attention. C'est comme ça que moi j'ai arrêté. C'est vrai que ça me donnait l'argent. Pour dire sincèrement, ça paye. Mais les risques des rapports que tu touches les clients là sont très élevés. Quelqu'un peut te faire du mal en 5 minutes là. Tu ne connais même pas comment c'est passé. J'ai arrêté, maman, la paix est bien à cause de cette histoire là. Merci, likez, partagez. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire.
Bonsoir DMG, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je te reviens avec une histoire. À toi de juger, voilà, si elle vaut la peine d'être partagée sur ta page comme histoire mystique. Si c'est le cas, voilà, je vais l'écouter. Au pire des cas, dès que possible, je t'enverrai une autre histoire. Donc, à tous les abonnés, merci de liker, partager, commenter. Si vous ne voulez pas commenter, partager parce que vous avez peur qu'on sache que vous êtes en train d'écouter les choses de DMJ pour vous protéger. Au moins, likez. Likez. Comme ça, en likant, voilà, ça pourrait atteindre d'autres personnes et éventuellement, vous pourrez sauver des vies. Vous pourrez être des sauveurs dans les vies des autres et puis ce sera une façon à vous de dire merci à DMG pour le travail qui est fait. Donc DMG, l'histoire c'est quoi? À l'époque, quand j'étais encore au collège, avec une fille avec qui j'avais vraiment de bonnes relations, avec qui j'avais tissé une bonne amitié. Donc on a grandi ensemble et tout et tout. Et après on s'est séparés. Donc moi je suis allée à la fac, moi je sais pas ce qu'elle est devenue, mais un jour, d'un coup de hasard, je lui dis comme ça, là je reçois une notification sur Facebook et voilà. On se remet en contact, on est content de se retrouver. Qu'est-ce que tu es devenu? Moi, je me suis mariée. Elle me dit, elle s'est mariée. Moi, je lui dis, moi, je suis encore à la fac et tout. On se change de numéro, on va sur WhatsApp, on bavarder et tout. Donc, un jour, comme ça, là, elle me dit, voilà, tu ressembles à quoi? Je sais que tu as grandi, tu as beaucoup changé. Envoie-moi tes photos, je veux voir quoi tu ressembles et tout. Donc, ce que je fais naturellement. Donc, je lui envoie des photos de moi et puis elle m'a fait plein d'éloges ce jour. T'es devenue toute belle, blablabla, blablabla. Vous voyez, elle a un peu titillé mon ego, elle a un peu boosté ma confiance en moi. Donc, ça fait que chaque fois, naturellement, qu'elle venait me demander des photos de moi, moi, je les lui envoyais. Donc, on va savoir que quand je dis chaque fois, c'est que et une fois que c'est quelqu'un qui disparaissait pendant 3, 4, 5, 6 mois, 1 an. Un jour, elle revient encore et elle te dit, vous papotez un peu. Elle te dit, mais tu ressembles à quoi? Envoie-moi tes photos. Et naturellement, comme je l'ai dit, j'en voyais toujours. Et qu'un jour, donc, j'ai eu la chance de pouvoir discuter de cela avec une amie en commun. Et je lui ai dit, voilà, je suis rentrée en contact avec telle personne. Et puis elle me dit, oui, moi également, elle m'avait contacté. Elle m'avait demandé des photos de moi. Je n'ai pas envoyé. Bref, après, on ne se parle pas beaucoup. Plusieurs fois, elle m'a invité. Je ne suis jamais partie. Elle va savoir que moi également, elle m'avait invité plusieurs fois dans sa ville. Et chaque fois que je voulais y aller, voilà, il y avait toujours quelque chose, un événement qui arrivait. Et je devais annuler la visite. Donc voilà, les années passaient, c'était la même situation qui se répétait encore et encore. Elle disparaît, elle apparaît et tout. Donc ça commence ça me titillait. Il y avait ce petit truc qui me disait toujours, mais pourquoi est-ce que celle-là, elle est toujours en train de demander les photos? C'est bizarre. Bon, je le disais dans les blagues, hein, mais voilà. Donc il y a un monsieur là sur YouTube également que j'écoute beaucoup qui me fait signe un jeu, dont j'écoute l'histoire un jour où il fait justement mention de ce que il faut faire attention à qui vous envoyez vos photos. Il faut faire attention même des photos que vous mettez sur les réseaux parce qu'il se pourrait que des gens les utilisent pour faire des trucs mauvais. Donc moi, ça me fait d'abord genre... j'ai directement pensé à elle, genre cette personne-là, cette fille-là qui vient de me demander mes photos et tout. Je me rappelle même, j'ai fait signe à ma connaissance. Je lui ai dit, voilà, j'ai écouté l'émission de tel monsieur aujourd'hui, là, où il a parlé des photos et tout. Bref, nous n'étions pas des personnes vraiment très, très dans le spirituel. Bref, on a balayé la chose. Bref, je reste encore quelques années, elle revient encore, même rebelote, elle me redemande, on rentre en contact, et blablabla, on bavarde, tout. Elle me demande mes photos, c'est là où j'ai dit. Bref, elle m'envoie d'abord ses photos à elle, elle me dit voilà à quoi je ressemble, maintenant je suis ici, blablabla. Et après, elle me dit, mais à toi, tu ressembles à quoi? Tu as changé tout ce temps, ça fait pratiquement 1 an et demi, on ne s'est pas parlé et tout, qu'est-ce que tu te... Je lui dis oui, j'ai quand même changé et tout. Elle me dit, envoie-moi tes photos, je regarde, je lui dis, ah. Mon instinct me dit ne lui envoie rien. Je lui dis, ah, tu vois comme ça là vraiment. Je n'ai pas voulu lui dire non d'un coup sec. Moi, j'ai inventé une histoire comme quoi mon téléphone est gâté, mon téléphone ne fonctionne pas. J'ai perdu mon téléphone, pardon.
Et voilà, j'ai perdu cela avec toutes les photos et que le nouveau téléphone que j'utilise maintenant, la qualité de l'image est vraiment très mauvaise. Donc, je ne me filme pas. Elle me dit, ah, il n'y a pas de souci, je veux seulement voir à quoi tu ressembles. Donc, dès que tu as l'occasion, tu te filmes quand même. Même si l'image n'est pas mauvaise, envoie-moi. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, après, j'ai faim de ne pas me souvenir de cela. Je n'ai pas envoyé de vidéo, de photos de moi. Pour 1, 2, 3 jours, elle m'écrit encore, elle me dit, tu n'as pas envoyé ta photo et tout et tout. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je suis au boulot. Dès que tu termines le boulot, je te l'envoie. Elle me dit, ok, si tu finis le boulot, même si tu ne veux pas envoyer, au moins, on peut faire un appel vidéo pour que je puisse voir à quoi tu ressembles. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, elle me dit, tu finis à quelle heure? Je lui ai donné l'heure. À l'heure où je lui ai dit que j'étais censée terminer à cette heure-là, voilà, elle m'appelle. Elle m'envoie un voice, elle me dit, est-ce que tu as terminé? Est-ce qu'on peut faire l'appel vidéo ou bien est-ce que tu peux m'envoyer la photo? Donc, moi, tout naturellement, inconsciemment ou consciemment et tout, je lui envoie ici un voice. Je lui dis que c'est même pas ton histoire de photos, de voice, de vidéo, de photos tous les temps. C'est même quoi ça? Donc, je l'ai envoyé et tout. Après, il n'y a pas eu de réponse. Donc, peut-être 1, 2 heures plus tard, je repars encore, je me rends compte qu'elle ne m'a pas répondu. Et puis, je regarde, je me rends compte que sa photo de profil a disparu. Je dis, oh. Je laisse un message, je me rends compte, jusqu'aujourd'hui, le message n'est pas délivré. Voilà, le message n'a pas été délivré. Je suis allée sur Facebook. Au même moment, je vais sur Facebook, je cherche son compte Facebook, je me rends compte que ce compte Facebook-là également est désactivé. Du coup, me voilà, crise de panique, je me dis, mais allô? À qui est-ce que j'ai commencé à me faire plein de trucs, de films dans la tête. Je me suis dit, mais toutes ces années-là, c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de la voir, mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Est-ce que c'est vraiment un humain avec qui je parle? Parce que pourquoi est-ce que le moment où je mentionne le fait que voilà, c'est quoi ton histoire avec les photos? Elle disparaît encore, elle me bloque et tout et tout. Ça m'a fait un genre et je me suis aussi dit, mais toutes ces années où je lui envoyais mes photos, et mes vidéos, qu'est-ce qu'elle a bien pu prendre mes photos et vidéos pour faire avec ça? C'est clair que je n'aurai jamais de réponse à cela parce que c'est clair qu'elle a fait quelque chose, mais qu'est-ce qu'elle a fait? I don't know. Mais tout ça pour en venir au fait que voilà, on devrait vraiment faire attention. Je sais que de nos jours, on se filme beaucoup, on met plein de trucs. Je te promets, DMG, que depuis ces temps-là, c'est vraiment devenu très difficile pour moi de pouvoir m'afficher sur les réseaux, de faire des photos, alors qu'avant, j'étais quelqu'un qui s'exhibait, si je peux dire ainsi. Mais dans le bon sens du thème, qui faisait des photos, des vidéos tout le temps, qui était très actif, qui voulait même devenir influenceuse, qui envoyait des photos sur les réseaux et tout. Pardon, mais depuis cette histoire, voilà, depuis cet épisode-là, voilà, j'ai arrêté d'être quelqu'un de très présent sur les réseaux. Et voilà, jusqu'aujourd'hui, je me demande bien qu'est-ce qu'elle a bien pu faire avec mes photos. Et aux abonnés de DMG, je dirais, voilà, faites attention à qui vous envoyez vos photos. Parce que voilà, si j'ai bonne mémoire, le monsieur dont je suivais l'émission disait tantôt que envoyer nos photos à des personnes ou bien mettre nos photos sur les réseaux, c'est comme ouvrir une porte aux personnes malsaines et leur dire voilà, naturellement, je leur donner la permission justement de pouvoir faire de nous ce qu'ils veulent parce que voilà, on l'a fait en toute bonne âme et conscience. Donc faisons attention dehors, on ne sait pas de qui se méfier, on ne sait pas à qui faire confiance. Voilà, voilà, je sais pas ce qu'elle a fait avec mes photos et vidéos, mais voilà, si je me suis retrouvée dans la situation, c'est que peut-être beaucoup parmi nous sont dans la même situation, mais ils n'ont pas juste encore eu la chance de se retrouver en face de quelqu'un qui va te bloquer du jour au lendemain parce que voilà, tu as refusé de lui envoyer une photo, une vidéo, tu lui as demandé qu'est-ce qu'elle voulait faire avec. Donc, merci beaucoup. Commentez, likez, partagez, il n'y a pas de problème. Si on voit que vous êtes actifs sur la page de DMG, vraiment les sorciers, ils auront en même temps peur de vous parce qu'ils vont se dire que peut-être que maintenant que vous connaissez les secrets, vous pouvez les déjouer ou bien vous pouvez les attraper. Donc, merci DMG. Bonne journée à tous les abonnés. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour, bonsoir, DMG. J'espère que tu vas bien. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez m'écouter. Bon, je me suis souvenu d'une histoire. C'est vrai, ça fait longtemps que c'est passé ici. Je me suis souvenu d'une histoire mystique. Et je vais vous faire comprendre par cette histoire que certaines filles qui travaillent dans les snack bars, boîtes de nuit et tout,
Les hommes ont pensé que ce sont des femmes légères. Non. Certains sont sur le coup des envoûtements. D'autres sortent avec des gens. D'autres sortent avec des messieurs parce que ces messieurs les ont envoûtés. Et moi, j'ai su le témoignage de cette histoire. Voilà, donc je vais commencer en 2016 pour des... Bon, comme j'étais une élève et tout. Donc, c'était pendant les vacances. J'avais décidé de travailler dans le snack bar de ma tante. Juste histoire de gagner un peu des sous et tout. Donc, ce snack bar-là, c'était un snack bar un peu éloigné de la ville. Et ce snack bar ouvrait à partir de 16h, il faut terminer à minuit. Et il n'y avait que les autorités influentes de la ville qui venaient là-bas. Donc, à partir de 16h, il y avait les grillades, il y avait les poissons, on faisait des poissons brisés, des brochettes de poulet et bien d'autres. On vendait un peu de tout, il y avait même du billard et tout ça. Donc, certaines autorités pensaient que moi, j'étais une fille légère, donc comme ils sont des grandes personnalités, je vais me livrer à eux. Moi, j'étais une jeune fille, j'avais quel âge? J'avais peut-être 20 ans. 20 ans et tout. Donc, une grande brasserie du pays, genre un directeur de la brasserie, il était arrivé. C'était pas un noir, c'était un blanc. Il était arrivé. Bon, il m'a demandé de lui servir et tout, quoi. Mais quand je le sers, comme il voulait les liqueurs fortes là, quand je le sers, le monsieur me tape les fesses. Je me suis retournée, je lui ai mal parlé, très mal parlé. Après je ne sais pas si c'était son gars du corps ou je ne sais pas qui était à côté de lui. Elle a dit, mais tu te prends pour qui pour parler comme ça au monsieur et tout ça et tout ça. Tu ne connais pas qui il est, toi-même tu ne vois pas que le monsieur là peut changer ta vie et tout ça là. En fait, je l'ai ignoré. J'ai dit, bon, c'est un malade et tout ça. Donc, certains hommes pensent que toutes les femmes ont faim et tout ça. Voilà. Maintenant, on passe. Maintenant, une autre autorité aussi, à chaque fois qu'il venait dans les snack bars, il venait me faire la cour. Et tout ça. Mais, je le refusais. Je dis non, je ne suis pas intéressée et tout. Voilà quoi. Maintenant, un jour, il était pratiquement 22h. Il était 22h et tout ça. Donc, il était encore là, ce monsieur qui me faisait la cour. Le monsieur qui me faisait la cour était là. Il avait fini de payer sa facture. Moi, j'avais un plateau même pour servir une autre personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il m'a touché au niveau des reins. Le monsieur, il m'a touché au niveau des reins. À partir de là, DMG, je te dis, j'ai commencé à penser au monsieur. Je ne voulais seulement que sortir avec ce monsieur. Je ne voulais qu'une seule chose, sortir avec le monsieur. Je ferme les yeux, je pense à lui. J'ai fait tout, je pense. Je dis que, qu'est-ce que le monsieur là m'a fait? J'ai pensé seulement à la manière dont il m'a touché. J'ai dit que, le monsieur là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Pourquoi je pense à lui? J'avais seulement envie de sortir le monsieur. Même pas dire que non, je veux une relation avec le monsieur. Non, non. Tout ce que je voulais, c'est sortir avec le monsieur. Quand il m'a touché à partir de cet instant. 2 jours plus tard, il est venu encore. Comme il s'entendait bien avec mon oncle, avec le mari de ma tante. Donc, il a dit, bon, mon oncle, le mari de ma tante dit, bon, on va pas, aujourd'hui, tu vas fermer un peu plus tôt, tu vas fermer à 23h et tout ça. Et on va aller te déposer. Et le monsieur s'est porté garant d'aller nous déposer avec sa voiture. Il a dit, non, allons-y, machin, tout. Donc, côté chauffeur, genre derrière le chauffeur, il y a des sièges. Comme c'était une 4x4, il y avait des sièges. En tout cas, j'étais derrière le chauffeur. Donc, j'étais derrière le monsieur. J'ai commencé à... Mon envie s'intensifiait puisque mon oncle, il était côté du chauffeur. Donc, mon envie s'intensifiait jusqu'à je prends ma main, je commence à caresser le monsieur au cou. Que mon oncle, moi de ma tante, ne remarque pas.
que je suis en train de caresser le monsieur au cou. Donc, quand lui, il a senti que j'étais en train de le caresser, il a pris sa main, il m'a aussi touché, genre pour dire que non, j'adhère à tes caresses. Tu vois. Après, là, on m'a déposé, puisque je restais chez ma tante, vu que je travaillais chez elle. Après, là encore, quelques jours là, maintenant, mes pensées, je luttais contre mes pensées. J'ai dit, le mieux pour moi, pour ne pas que je finisse par sortir avec ce monsieur-là, vaut mieux que je l'évite en fait. Je dois l'éviter, je dois tout faire pour l'éviter et fuir. Genre, si je le vois, je fuis. Je partais maintenant, à partir de 16 h, je marchais pour chercher un taxi pour aller travailler. Qui je croise le monsieur. Il gare sa voiture devant moi. Il dit, ah, mais tu pars où comme ça et tout? Je dis, non, je suis en train d'aller travailler et tout. Il a dit, non, viens, je vais t'accompagner et tout ça. C'était vraiment une autorité du pays, hein, de la ville plutôt. Je dis, non, non, c'est bon, moi, je vais prendre un taxi. Je vais prendre un taxi et tout, je ne veux pas. Il a dit, non, monte et tout ça, je vais te déposer, je ne veux rien te faire et tout. Quand je monte, le monsieur m'a encore touché. Il m'a touché du genre au bras. Il m'a touché au bras encore. L'envie s'est encore intensifiée. Il dit non, allons chez moi et tout. Au final, j'ai adhéré. Je suis même sortie avec le monsieur. Finalement, je suis sortie avec le monsieur. Dès que je suis sortie avec le monsieur aussi voulait maintenant qu'on sorte ensemble tous les jours, machin, tout. J'ai dit non. J'ai quitté là où je travaillais chez ma tante. Maintenant, je suis allée travailler dans un hôtel. Encore là où ma tante aussi travaillait en tant que manager de l'hôtel. Donc, pour moi, j'ai fui le monsieur. C'est bon pour lui. Là, j'ai fui et tout ça. Arrivé là-bas, comme ce n'était que des endroits où il n'y avait que les personnes, des autorités du pays et tout. Donc, encore un ministre, encore, lui, il est venu. Cette fois-ci, c'était un ministre qui est venu avec sa délégation des jeunes et tout ça là. Mais tu sais, avant, nous, on n'avait pas cette notion-là. Par exemple, en écoutant des témoignages d'MJTV, beaucoup de choses me viennent maintenant à la tête. Donc, quand ces gens-là sont venus, le fameux ministre là et tout, lui aussi, il a dit à ma tante que je suis intéressée par ta nièce là. Donne-moi ta nièce et que ça. Ma tante a dit non, tu ne peux pas être avec elle. Elle est encore jeune. Elle a dit non, moi je sors avec plus que j'ai l'habitude de sortir. Moi, même des filles de 15 ans, je sors, ce sont mes copines. Après ça, c'est passé. Maintenant, ils avaient fait une cérémonie et tout. Je vais aller vite. Ils avaient fait une cérémonie et tout. Donc, la délégation, là, il y avait des jeunes, bon, pas vraiment jeunes, des gens de 35 ans et tout. Ils avaient des millions sur eux, puisque je travaillais là-bas, donc vous voyez l'argent, ils avaient des millions. Mais les millions là n'étaient pas en 10 000 francs, mais en 2 000 francs, empilés en millions, quoi. Donc, c'est là avant qu'ils ne partent pour aller à la capitale. Un de cette délégation est arrivé devant moi. Il m'a fait la cour que non, machin, tu m'intéresses, je veux que toi et moi on sorte ensemble, machin. Je dis que je ne veux pas. Je ne suis pas intéressée. Comme j'avais un tablier sur moi et le tablier, il y avait la poche devant. Il a mis le billet de 2000 francs. Craquant, il a mis ça dans ma poche. Tout d'un coup, je ne sais pas comment je me suis retrouvée avec le monsieur dans la chambre d'hôtel. En train de sortir avec ce monsieur-là, je n'ai rien compris. C'est après être sortie avec ce monsieur, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Mais qu'est-ce que je fais là? Mais l'acte était déjà posé. Deuxième fois encore, troisième fois encore, un autre encore vient, avant de partir encore, il vient, il me dit, toi tu joues au dur ici là, donc toi tu es une fille facile, comme ça on peut sortir avec toi comme ça, machin et tout, moi aussi je veux sortir avec toi. Je dis, je ne veux pas, papa, tu es malade, tu me parles de quoi, machin et tout. Il me dresse encore un autre billet dans la poche. Mais bizarrement, ça n'avait pas préféré, je l'avais insulté. Et j'ai pris un couteau pour dire que si tu t'approches de moi, je t'enfonce le couteau. J'avais pris un couteau pour dire que s'ils reviennent, je veux leur foncer ça. Donc, je vais m'arrêter par là parce qu'il y a aussi tellement d'événements qui ne se sont pas faits ainsi.
Mais je vais m'arrêter par là. Donc, c'est pour vous faire comprendre que ne pensez pas que les filles là sont frivoles. Ne pensez pas. On est souvent sous le coup des envoûtements. Tu vois le billet de 2000 francs qu'il a adressé dans ma poche. Je n'ai rien compris. Donc, tu vois que c'est un peu ça. Merci DMG. Je passerai encore. J'ai tellement d'histoires à raconter. Je passerai pour te raconter encore d'autres histoires. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMG. J'espère que tu te portes bien. Elle a été partagée. Je vais vous raconter une histoire qui s'était déroulée ici dans mon quartier. C'est un jeune homme qui commence un boulot dans une entreprise ici dans mon quartier. Quand le monsieur commence le boulot, il fait 1 mois, 2 mois et puis à un moment, il se rend compte que son salaire ne peut pas subvenir aux besoins de sa maison. Non. Mais néanmoins, il y a certains de ses collègues qui sont dans le même rang que lui, qui ont la même âge de salaire, mais qui s'en sortent aisément. Donc, il commence à se poser les questions, il se pose les questions. C'est comme ça, en excès de curiosité, il devient ami avec Donc, il se lie d'amitié avec un collègue au travail là-bas. Commence à poser cause pendant des mois. Finalement, ils deviennent intimes. Déjà, ils se disent un peu de tout et de rien à cause de leurs problèmes et tout et tout. Et puis un matin, puisqu'ils sont déjà intimes, il demande à son ami, je demande, on fait le même travail, mais comment vous arrivez à avoir les voitures, vous avez les chantiers que vous faites et tout, vous êtes en chantier, vous construisez des maisons avec le même salaire que nous tous on prend ici, ou bien il y a autre chose. Son ami lui dit que, si c'est que tu es sûr que tu veux savoir, tu sais que tu es un homme, que tu veux savoir ce qui se passe. Moi, je ne refuse pas de donner un conseil à un petit frère, mais si c'est que tu sais que tu es encore un peu heureux, laisse tomber. Il dit à son ami, quoi, dis-moi aussi, non. Je veux pas aussi comme moi aussi j'ai épuisé l'eau à la source. Donc, tu préfères que j'achète l'eau en route et que quand la source, elle peut avoir beaucoup plus. Son ami le tourne pendant des jours et des jours. Finalement, avec tellement d'insistance, son ami lui dit que, dans notre boulot ici, là, on a une association et on est là avec les directeurs et tout, et les fondateurs de l'entreprise. Dans la tontine, là, voilà comment ça se passe. Quand on te donne de l'argent, tu fais les choses, tu rembourses un peu, tu cotises et tu rembourses un peu. Donc, on t'aide puisque nous sommes déjà une famille. On s'entraide entre nous. Personne ne doit rester derrière. Son ami lui dit que oui, explique-moi bien. Parce que quand tu es en train de parler là, tu survoles seulement le sujet. Explique-moi bien. Et son ami lui dit que ok. Non. Dans notre cercle, voilà comment ça se passe. Et voilà les conditions. On te demande, par exemple, moi comme ça là, c'est ce que son ami lui dit, ce n'est pas moi. Son ami lui dit que par exemple, lui, on lui a demandé une partie de son corps. Ça peut être l'œil, ça peut être le doigt, ça peut être l'orteil, ça peut être sa fertilité, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la fertilité de sa femme, ça peut être n'importe quoi. Ça peut même être ton enfant, un membre de ta famille. Maintenant, dépendra de ce que tu veux accomplir. On va aussi te donner les conditions. Du coup, si c'est seulement ça, lui, il ne veut pas beaucoup. Il ne veut même pas beaucoup. Lui, il veut seulement avoir un peu d'argent pour pouvoir nourrir sa famille. Et s'il peut avoir une petite maison pour vivre avec ses enfants, c'est tout. Lui, il dit que ok. Son ami l'invite donc dans la réunion comme son ami et son parent et tout. Il entre dans la réunion, commence à cotiser. Il bouffe, on prend l'argent, on lui donne. C'était 20 millions, c'était combien, on lui donne.
On prend encore 20 millions, on lui donne. Après, il demande que et la contrepartie, c'est quoi? On lui dit que non. Réalise d'abord ce que tu as réalisé. Après, on va te dire ce que tu dois faire. Il dit que ok. Le gars lance le chantier. Il fait ceci, il achète la voiture, il fait cela. Il ouvre la boutique à sa femme. Maintenant, quand les gens de la secte sont déjà sûrs qu'il a utilisé tout l'argent qu'on a donné, on lui dit que ok. Maintenant, non, il faut qu'on parle des conditions du contrat. On t'a donné 40 millions. On est capable de te donner encore plus là maintenant, seulement à la seule condition que tu nous donnes ton fils. Et entre-temps, le monsieur n'avait qu'un seul enfant et sa femme avait des difficultés pour faire un autre enfant. Il dit que, je vous donne mon enfant, comment c'est le seul enfant que j'ai. Quand je suis arrivé ici, on m'a dit que je pouvais donner les parties de mon corps. Et que donner l'enfant, c'était au cas où je veux accomplir les grandes choses. Est-ce que je suis déjà arrivé au niveau des grandes choses qu'il va accomplir? Je pensais qu'on allait me demander une partie. Mais pour les gens de la sécurité, je dis que non. Il n'y a pas de partie de ton corps qui tient ici, là. C'est ton enfant, là, qu'on veut ici. Il regarde, on lui dit qu'on te veut 1 mois pour nous donner ton enfant. Le gars tourne, il veut contrecarrer, il veut abuser de la réunion. Il ne veut pas donner son enfant. Il tourne. Maintenant, quand il reste peut-être 2 semaines, il commence à réfléchir à comment il peut se suicider. Il réfléchit. Un matin, il achète une bouteille de Javel. Il finit de boire. Quand il finit de boire, il ne meurt pas. Il wanda que, je bois toute une bouteille de Javel. Le Javel qui est toxique là. Je ne meurs pas comment. Ou les gens de la secte là, ils avaient fait ça comment? Personne ne sait. Tout ce que le gars essayait, il ne mourrait pas. Tout ce que le gars... Apparemment, il avait essayé beaucoup de choses pour essayer de se suicider. Rien ne fonctionnait. La dernière chose qu'il a essayé, apparemment, les gens de la secte sont venus et dit que le temps que tu ne fais pas ce qu'on te dit, tu ne vas pas mourir, à part si nous on décide que tu meurs. Mais on n'a pas encore décidé que tu meurs, donc tu ne vas pas mourir, tu vas faire ce qu'on veut. Finalement, apparemment, il avait donné son enfant. Son enfant est mort. Et puis, on a enterré son enfant, le type est devenu riche. Il a changé de quartier. Ils ont changé de quartier. Maintenant, apparemment, il vit seul. Sa femme, c'est comme si sa femme l'avait abandonné et tout. Il vit seul dans sa richesse bizarre là. Vraiment, il faut que nous les jeunes, nous devons faire attention parce que ce n'est pas facile de vivre dans le monde. Les choses, il y a tellement de choses. Tout faut quand on te dit que le bout du tunnel, c'est le travail. Tu arrives, tu finis de fréquenter, tu te recouvres au bout du tunnel, même le travail, il n'y a pas. Tu veux même te débrouiller, on te bloque. Ouais, c'est comme ça que le type là, il a perdu son seul enfant. Entre-temps, sa femme, elle ne pouvait pas faire d'enfant, donc il était obligé de dire la vérité. Donc sa femme a constaté, non, que mon enfant meurt comme ça, et pourtant, et ça tombe dans la période où mon mari a eu l'argent pour commencer le chantier et tout. Quand son enfant est mort, ils ont fini le chantier, peut-être en deux mois, Tolé et tout sont partis habiter, mais que les carreaux au sol. 2 ou 3 mois, mais que les carreaux, ils ont fini leur maison, ils sont partis. Mais après, c'est comme si sa femme est partie, il est resté seul. Après, il a commencé à regretter. Le fait était déjà fait. Parce que le genre là, c'est qu'on cherche seulement où on va te tromper. Quand tu pars dans les choses, on ne va pas te donner une condition qu'on sait que tu peux supporter. On va te donner une condition qui va vraiment te faire mal. Si on sait que tu es capable de supporter, quand on coupe ton orteil et on met la blessure inguérissable, on te fait ceci, on te fait cela, tu es capable de supporter.
Ce n'est pas ça qu'on va te demander. Ce n'est pas ça qu'on va te demander parce qu'on sait que ça, tu peux supporter. On va te demander quelque chose qui va te faire mal. Donc, il faut que les jeunes sachent qu'il n'y a pas quelque chose. Donc, il n'y a pas quelque chose. En tout cas, le moins cher n'est pas moins cher. Moins cher est toujours cher. Parce qu'à la longue, imaginez-vous quelqu'un comme cela qui tue son enfant, son seul enfant. Sa femme le quitte. Si demain il meurt dans sa maison, qui va l'enterrer? Quand on fait les enfants, c'est pour que demain, quand on est déjà vieux, l'enfant là puisse nous soutenir, que c'est l'enfant demain qui puisse faire notre enterrement et tout. Quand toi-même tu finis de manger d'abord tes enfants, c'est pour que demain, quand tu seras dans la paralysie de la vieillesse là, tu puisses se lever, que non, ça c'est mon père, je l'enterre dignement, ou bien ça c'est ma mère. Oh. Likez, partagez, abonnez-vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour et bonsoir la grande famille DMG. J'espère vraiment que vous allez tous très bien et que nous nous portons tous bien aussi. Alors, on n'oublie pas de partager, de commenter, de nous abonner et surtout de liker. Ici, Sam, l'homme énigmatique sans voix en provenance de la Côte d'Ivoire. En fait, il y a tellement d'histoires que je traverse à longueur de journée. Donc, du coup, je me dis que ça faisait quand même du bien de les partager avec vous. Alors, cette histoire, je vais l'intituler des vendeurs mystiques. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à ce genre de trucs, mais je pense que même en Côte d'Ivoire aussi, ce sont des choses qui existent. Et puis, tous les faits divers n'existent pas seulement qu'au Cameroun et au Congo, tout ça. Je pense que ça existe aussi en Côte d'Ivoire, c'est vrai. Alors, cette histoire-là, elle me semble un peu triste, mais il faille que je vous la partage pour que nous nous méfions vraiment des personnes que nous avons des fois à nos côtés. Cette histoire commence avec un monsieur que j'appellerais Apollinaire. Apollinaire était un jeune travailleur au port. Et il avait deux amis avec qui il échangeait. On va les appeler amis 1 et amis 2. Et ces deux amis-là étaient en réalité des Togolais. Voilà. Pour des raisons d'instabilité au niveau du commerce et aussi par manque de moyens, ils ont à maintes reprises échangé avec Apollinaire ici pour qu'il les aide à ouvrir un commerce. Mais le problème, étant au Togo, c'était compliqué. Et vu qu'en Côte d'Ivoire ici, presque tout le monde mange majoritairement dehors. Hein? Bon, excepté les célibataires, bien sûr. Ceux qui sont célibataires, là, ça c'est le quotidien. Mais ceux qui sont mariés plutôt, eux, ils peuvent rentrer chez eux manger. Donc même quand tu es marié, tu peux manger dehors. Ouais, c'est juste une parenthèse. Alors, ils vont décider comme ça de venir en Côte d'Ivoire. Quand ils vont venir en Côte d'Ivoire, c'est Apollinaire qui va décider de les héberger chez lui. Mais bien avant ça, Apollinaire va en parler à sa mère, puisque bon, son père est décédé, donc c'est sa mère qui reste, et sa mère est tout pour lui. En échangeant avec cette dernière, elle ne sera pas d'accord. Elle ne va pas approuver déjà le fait que lui, il veuille que ses deux amis togolais viennent vivre avec lui. Elle aurait suggéré comme ça dans un premier temps que ce dernier-là reste au Togo. Ces derniers restent plutôt au Togo et qu'il leur envoie une certaine somme afin qu'ils puissent eux-mêmes mettre une activité sur pied. Et c'est comme ça que lui et sa mère, les disputes ont commencé là parce que Apollinaire, c'est quelqu'un qui aime aider. C'est le défaut aussi de certaines personnes. Plus on aide et plus on se fait, voilà, on se fait, excusez pour l'expression, on se fait blaguer, on se fait couillonner, on se fait entuber, tout ça. Donc, ils vont venir en Côte d'Ivoire. Quand ils viendront en Côte d'Ivoire, Apollinaire va les héberger chez lui. Pourtant, il n'avait pas une aussi grande maison, il avait juste une chambre-salon. Quand on rentre, on a l'espace qui est le salon et puis on a une autre pièce dedans qui est la chambre. Et il n'était pas marié. Donc, avec ses amis, ils s'arrangeront à dormir là. D'abord, la première semaine sera un peu compliquée pour ces deux amis de pouvoir s'adapter. Ami 1 et ami 2, voilà. Et voilà que très progressivement, un soir, quand Apollinaire va rentrer, ils vont le faire asseoir et puis ils vont lui dire comme ça que eux, ils ont réfléchi vraiment et ils voudraient s'investir dans la vente, dans la nourriture. Ils veulent faire le commerce de la nourriture, la restauration. Bon, Apollinaire dira que lui, c'est une très bonne idée et que pour ce faire-là, vous avez besoin de combien? Ils vont faire le devis, ils vont lui donner.
il va dire d'accord, il n'y a pas de problème, si je peux vous aider, je vais vous aider parce que vous êtes mes amis. Il va les aider, ils vont d'abord commencer avec un. Ami 1 va ouvrir un petit coin, une petite caisse là où il va se charger de vendre de la viande. La viande de mouton, de chouïa, de bœuf, voilà. Il va commencer à vendre ça. Et l'autre, lui, il avait décidé d'attendre un peu parce que lui, il avait prévu vendre ce qu'on appelle le wanche, le riz avec les haricots et puis un peu de pâte de macaroni là-dessus avec la viande, boulot, ça dépend, tout ça. Donc, Ami 1 a réussi à mettre son projet de vente d'abord sur pied, numéro 1 et premièrement. Maintenant, Ami 2, progressivement, va rejoindre. Mais ces deux-là, en raison de leur impuissance à pouvoir avoir plus de clients et de pouvoir se faire plus d'argent, vont rencontrer un homme mystique qui va venir lui-même faire sa propre publicité. Oui, effectivement, il y a des gens qui, ça n'existe pas seulement qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui collent en fait des affiches qui relatent, qui donnent des informations sur des hommes mystiques, grands hommes mystiques, tant, voilà. Donc, cet homme mystique-là, lui-même se déplaçait et collait les affiches. Donc, en collant son affiche sur le caisson de Ami 1, Ami 1 va regarder, il va dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Et puis, il va commencer à l'expliquer. Il va lui dire, moi, je suis juste une personne pour vous aider. Si vous avez des difficultés, vous pouvez passer me voir. Je vais vous donner des conseils. Vous pouvez même venir consulter. Et je peux vous faire la première séance gratuitement. Et ce dernier va lui dire, il va le dire comme ça, parce que ces gens mystiques là, vous voyez, ils ont une manière d'attirer l'attention des gens étrangement ou de mettre les gens dans le suspense là. Donc il va les regarder tous les deux et puis il va dire que vous deux, vous êtes appelés à réussir. Mais pour que ça puisse arriver, vous devez faire quelque chose. Et puis il va leur dire, si vous voulez savoir, venez me voir et on va en parler. Vous voyez qu'ils sont déjà en haleine, ils sont déjà curieux de savoir ce qu'il veut leur dire. Au début, Ami 2 ne sera pas pour, il va dire non, c'est pas la peine qu'on aille là-bas. Mais en se laissant influencer par Ami 1, ils vont décider d'aller. Quand ils vont aller, il va leur dire qu'effectivement, que lui, quand il consulte pour eux, il voit qu'ils ont un grand espace pour eux. Ils ont une grande caisse. L'autre même peut vendre la viande, il peut ouvrir plusieurs coins de vente de viande. Pareil aussi pour l'autre qui peut aussi ouvrir plusieurs coins de vente de riz, tout ça. C'est-à-dire qu'il les stimulait et il les motivait à adhérer à ce qu'il allait leur proposer. Mais qu'est-ce qu'il allait leur proposer? On va savoir ça tout de suite. Il leur fait savoir que pour démarrer toute chose, il a besoin seulement qu'il trouve du sang humain. Bon, ils se sont posé la question, où est-ce qu'ils vont trouver ce sang humain-là? Et toute la nuit, ils seront envahis par cette question. Ils ne pourront pas dormir. Ils seront là. Mais contre toute attente, parfois on dit la vie est injuste. Effectivement, la vie est injuste. Quand on fait du bien, parfois on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait l'épée de Damoclès qui s'abatte en permanence sur la tête de quelqu'un. Et c'est comme ça qu'ils vont décider un jour d'un commun accord d'éliminer leur pauvre ami Apollinaire qui a décidé de les héberger malgré leurs difficultés. Ils vont le droguer, ils vont le mettre dans les toilettes. Il sera complètement raide, parce que, je sais pas, ils vont utiliser un produit qu'ils vont ingérer dans son café le matin. Quand il va boire, il ne pourra plus aller travailler. Il sera couché complètement là. Et c'est Ami 1 qui va se charger de faire la sale besogne, qui va lui taillader un peu les veines au niveau du poignet pour recueillir le sang. Mais ça sera déjà bien trop tard parce que ce dernier-là ne va plus vivre, il va mourir suite à ses graves blessures. Là. Il va mourir, il va perdre du sang et puis il va mourir. Parce qu'on leur avait demandé 1 litre de sang. Vous voyez? Et donc ça, vous imaginez déjà comment est-ce qu'ils ont puisé le sang de ce dernier-là. Donc une fois cela terminé, il faut se débarrasser du corps. C'est là que la partie mystique arrive en fait. Et ils vont avoir un esprit machiavélique pour découper ce dernier-là et de camoufler sa viande avec la viande de bœuf qu'ils iront braiser, qu'ils vont vendre aux gens. Quand ils ont fini de commettre ce délit-là,
comme si de rien n'était, ils étaient là. C'est la maman de ce dernier-là, parce que l'instinct maternel est très fort. Vous savez, la famille DMG, l'instinct maternel est très fort. C'est la maman de ce dernier-là qui sentira quelque chose, qui va dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle va essayer de joindre son fils, mais en vain, ça passe pas. Plusieurs fois, ça passe pas. Elle essaye des jours, ça passe pas. Et voilà qu'un jour, il y a un consommateur qui est venu manger et qui avait commandé de la viande. Et parmi la viande qu'ils lui ont remis, ils ont oublié plutôt de retirer, on va dire, l'orteil du gars. Donc, quand il va voir, automatiquement, ça va devenir cafouillage. Oh, il y a de l'orteil. Oh. Et puis, ça va créer la débandade. Automatiquement, les gens vont les attraper, ils vont commencer à les lyncher là. Et ça tombe bien, puisque la maman a signalé déjà la disparition de son fils depuis un certain temps. La police, ayant assisté de manière inappropriée ou imprévue à l'événement qui se produit là, décidera comme ça de venir prendre un peu des échos. Et c'est là que, de question en question, ils finiront par découvrir ce qui est arrivé à ce dernier-là. Donc, je voudrais m'arrêter là pour ne pas aller bien plus loin, mais une manière de nous interpeller tous pour nous dire que nous devons vraiment faire attention à qui nous ouvrons nos portes et à qui nous décidons de tendre la main. Parce qu'il y a des personnes à qui, quand on décide de faire du bien, en retour, c'est indiscutablement du mal qui nous servent. Alors merci la famille DLG. Encore une fois, n'oublions pas de partager, de liker et de nous abonner. Bisous. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.